Inès se tenait près de la fenêtre de son appartement, le téléphone pressé contre son oreille, et riait. Elle riait si fort, et avec tant de sincérité, que des larmes lui montèrent aux yeux. À l'autre bout du fil, la voix de Madame Moreau se tut un instant, visiblement décontenancée par une telle réaction. « Tu as complètement perdu la tête », cracha finalement sa belle-mère. « Je te parle de choses sérieuses. Mon petit Antoine travaille maintenant chez Grand Invest Group, en tant que responsable du développement. Tu réalises au moins ce que cela signifie ? » « Je réalise très bien, Madame Moreau, » répondit Inès, en essuyant ses larmes, toujours amusée. « Je comprends parfaitement. » « Eh bien, c'est parfait. Cela veut dire que tu as conscience de ta situation. Un homme comme mon fils ne peut pas rester marié à une misérable secrétaire. Il va désormais évoluer dans la haute société. Il lui faut une épouse à sa hauteur, et non une souillon dans ton genre, qui n'a même pas les moyens de s'acheter un sac à main convenable. » Inès observa son reflet, dans la vitre de la fenêtre. Elle portait un chemisier simple, un jean classique, et une queue de cheval discrète. Certes, elle n'avait jamais couru après les grandes marques, et ne dépensait pas son argent dans un luxe ostentatoire. Mais la traiter de « misérable souillon », c'était aller un peu loin, même pour l'éternelle insatisfaite qu'était Madame Moreau. « Nous en avons déjà discuté avec Antoine, » poursuivit la belle-mère, sur un ton triomphant. « Demain, il demandera le divorce. N'essaie même pas de faire valoir tes droits, ou de réclamer une pension. Nous avons un excellent avocat, et il prouvera que tu es une épouse indigne. Ramasse tes affaires, et libère l'appartement. Celui-ci, soit dit en passant, est au nom de mon fils. » « Madame Moreau, » dit Inès en prenant une grande inspiration, savourant pleinement cet instant. « Ne vous êtes-vous jamais demandé qui, exactement, avait fait embaucher votre Antoine dans cette entreprise ? » Un silence pesant s'installa. « Quelle question stupide ! C'est moi qui l'ai fait embaucher. J'ai des connaissances, j'ai le bras long. J'ai passé ma vie entière à me battre pour mon fils, contrairement à certaines. » « Le bras long, dites-vous ? » Inès s'approcha de la table, où reposait une pile de dossiers. « Et comment s'appelle donc cette connaissance, qui a si gentiment accepté d'embaucher un homme sans aucune expérience en marketing, et ce, à un poste aussi important ? » « Ça ne te regarde pas, » balbutia la voix de Madame Moreau. « L'essentiel, c'est qu'Antoine a un travail. » « Monsieur Laurent, » déclara calmement Inès. « Le directeur général de Grand Invest Group. C'est bien avec lui que vous avez discuté, n'est-ce pas ? » Le silence, à l'autre bout du fil, devint de plus en plus lourd. « Comment peux-tu » commença la belle-mère. « Comment je le sais ? » Inès sourit. « Parce que Monsieur Laurent est mon supérieur direct, depuis maintenant 3 ans. » Elle entendit Madame Moreau prendre une forte inspiration. « Tu mens. Tu n'es qu'une petite secrétaire, dans un bureau minable. » « J'y travaillais, en effet, » corrigea Inès. « Mais voyez-vous, je ne suis pas une simple secrétaire. Je suis la directrice exécutive du développement stratégique de Grand Invest Group, depuis déjà 2 ans. Seulement, cette information n'était connue qu'en interne. » Le silence dans le téléphone fut assourdissant. « C'est impossible, » murmura la belle-mère. « Tu racontes des mensonges. »« Je n'en ai jamais parlé, ni à vous, ni à Antoine, » reprit Inès, en observant distraitement ses ongles. « Savez-vous pourquoi ? Parce que je voulais voir jusqu'à quand vous continueriez à me traiter comme une bonne à tout faire. Jusqu'à quand votre fils rentrerait à la maison en se plaignant ? Incapable de trouver un emploi décent. Bien que je lui ai proposé mon aide, il a préféré refuser. Il préférait vivre à vos crochets, et attendre que sa petite maman s'occupe de tout. » « Antoine ne sait rien, » constata la voix de Madame Moreau, devenue faible, presque effrayée. « Rien du tout. Au bureau, je travaillais sous mon nom de jeune fille, et après le mariage, je ne suis devenue Madame Moreau que sur mes papiers d'identité. Au travail, tout le monde me connaît sous le nom d'Inès Dubois. C'était plus pratique, et je n'avais pas envie de refaire tous mes documents professionnels. Votre fils ne s'est jamais assez intéressé à ma carrière, pour découvrir ce genre de détails.
Pour lui, je suis toujours restée une simple secrétaire. Mais dans ce cas, Madame Moreau tentait visiblement de rassembler ses esprits. Dans ce cas, quoi? Inès se rapprocha de la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. Dans ce cas, cela signifie que, lorsque vous avez appelé Monsieur Laurent pour faire embaucher votre fils, il m'a immédiatement contacté. Il m'a demandé si cela ne me dérangeait pas, que mon mari travaille dans notre entreprise. J'ai répondu que je n'y voyais pas d'inconvénient, mais à une condition. Quelle condition? Murmura la belle-mère. Qu'il soit embauché sur des bases normales, sans aucun passe-droit, et sans traitement de faveur. S'il s'en sortait, tant mieux. Sinon, il serait renvoyé à la fin de sa période d'essai. Monsieur Laurent a accepté, mais hier soir, il m'a appelé pour me dire que votre Antoine, lors de son entretien, s'était comporté de manière. Comment dire? Extrêmement arrogante. Inès eut un petit rire sec, en se remémorant la conversation. Monsieur Laurent était visiblement agacé. Il m'a raconté qu'Antoine s'était vanté d'avoir des contacts en haut lieu, continua-t-elle, que sa mère connaissait personnellement le directeur général, et qu'il refusait catégoriquement de passer des tests d'évaluation stupides. Il a exigé d'être placé directement à un poste de direction, menaçant, dans le cas contraire, de se plaindre aux plus hautes instances. C'est faux, hurla Madame Moreau. Mon garçon ne se comporte jamais de la sorte. Votre garçon se comporte exactement de cette manière, dès qu'il pense détenir un peu de pouvoir, répliqua Inès, d'un ton glacial. Je le sais par expérience. Combien de fois m'a-t-il hurlé dessus, croyant que je n'étais qu'une secrétaire sans relation et sans le sou? Combien de fois m'avez-vous humilié, tous les deux, estimant que je devais être reconnaissante qu'il ait daigné m'épouser? Et que vas-tu faire, maintenant? La voix de la belle-mère s'était faite pitoyable. Tu vas te venger? Tu vas faire en sorte qu'il ne soit pas embauché? Inès rit à nouveau, mais, cette fois, il n'y avait plus aucune joie dans son rire. Madame Moreau, vous n'avez toujours pas compris. Il est déjà embauché. Après ma discussion avec Monsieur Laurent, j'ai donné mon accord. Votre Antoine commence lundi, en tant que responsable du développement, exactement comme vous le souhaitiez. Mais pourquoi? La belle-mère était complètement perdue. Parce que je veux qu'il vienne dans cette entreprise. Je veux qu'il lise mon nom, gravé sur la porte du bureau, au 12e étage. Je veux qu'il soit présent à la réunion générale de lundi matin, lorsque Monsieur Laurent présentera les nouveaux employés. Et, par-dessus tout, je veux voir l'expression de son visage, quand il découvrira que sa femme, qu'il prenait pour une misérable souillon, est en réalité sa supérieure hiérarchique directe, et que son salaire sera 3 fois inférieur au mien. Madame Moreau garda le silence. Inès pouvait presque ressentir, physiquement, comment sa belle-mère cherchait désespérément une porte de sortie. Tu n'oseras pas le renvoyer, lâcha finalement la belle-mère. Ce serait un abus de pouvoir. Le renvoyer? Inès s'assit sur le rebord de la fenêtre. Pourquoi ferais-je cela? Comme je vous l'ai dit, s'il fait ses preuves, il travaillera. Je n'ai pas l'intention de l'empêcher de faire carrière, mais je ne l'aiderai pas non plus. Qu'il prouve qu'il est vraiment un grand patron, comme vous dites, et non un fils à maman, incapable de faire un pas sans votre aide. Et le divorce? La voix de la belle-mère s'était affaiblie. Ah, le divorce! Inès se frappa le front avec la main. J'avais complètement oublié. Oui, bien sûr. Demandez le divorce. Prenez simplement en compte quelques petits détails. Premièrement, cet appartement a été acheté avec mon argent. Deuxièmement, la voiture qu'il conduit m'appartient également. Troisièmement, pendant ces 3 dernières années, alors qu'il cherchait sa voie, c'est moi qui subvenais à ses besoins. J'ai toutes les preuves nécessaires. Inès se leva, et fit quelques pas dans la pièce. Alors, divorçons, Madame Moreau. Je suis tout à fait pour. Votre fils repartira avec l'exacte contribution qu'il a apportée à ce mariage. C'est-à-dire, rien. Et moi, je serai enfin libérée,
et je n'aurai plus à supporter vos insultes ni son immaturité. Attends. La belle-mère cédait clairement à la panique. Ne nous précipitons peut-être pas. Peut-être devriez-vous réfléchir encore un peu. Il y a une minute, c'est vous qui m'ordonniez de ramasser mes affaires, lui rappela Inès. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, je me suis emportée. Tu sais bien que, parfois, je dis des choses qui dépassent ma pensée. Toujours, corrigea Inès. Vous parlez toujours trop, et vous m'humiliez constamment. 3 ans, Madame Moreau. Pendant 3 ans, j'ai pris sur moi. Je me disais que vous finiriez peut-être par changer d'attitude, et qu'Antoine gagnerait en maturité, mais non. La serrure de la porte d'entrée cliqueta. Antoine rentrait à la maison. Votre fils est là, annonça Inès dans le combiné. Je pense que vous devriez lui parler, et lui expliquer la situation. Quoique, vous n'êtes pas obligé. Lundi, il découvrira tout par lui-même. Inès, je t'en prie, commença Madame Moreau, mais Inès avait déjà raccroché. Antoine entra dans le salon, le visage rayonnant de satisfaction. Inès, tu ne devineras jamais. J'ai été pris chez Grand Invest Group. Ma mère a tout arrangé. Il s'approcha d'elle, mais ne fit aucun geste pour la prendre dans ses bras. Il se tenait simplement là, attendant son admiration. Maintenant, je vais gagner un vrai salaire. On pourra peut-être, enfin, déménager dans un quartier convenable. Inès le regarda attentivement. Cet homme, avec qui elle partageait sa vie depuis 3 ans, qui ne lui avait jamais demandé comment s'était passée sa journée, qui trouvait tout naturel qu'elle paie toutes les factures, et qui, à chaque dispute, lui rappelait qu'elle devait s'estimer heureuse qu'il l'ait épousée. Antoine, dit-elle calmement. Il faut qu'on parle. Antoine la dévisagea, comme si elle venait de s'exprimer en chinois. Son visage rougit lentement, la couleur montant de son couvert ses tempes. Sa main, qui tenait encore le téléphone d'où s'échappaient les cris aigus de sa mère, retomba lourdement le long de son corps. « Qu'est-ce que tu racontes » finit-il par articuler. Avec un calme olympien, Inès prit son propre téléphone, et ouvrit le portail d'entreprise. Après quelques glissements de doigts, son portrait officiel apparut à l'écran, la montrant dans un tailleur strict, avec, juste en dessous, une inscription parfaitement claire, Inès Dubois, directrice exécutive du développement stratégique. Tiens, dit-elle en lui tendant l'appareil. Tu peux vérifier, c'est le site officiel de l'entreprise. Antoine saisit le téléphone, les mains tremblantes. Ses yeux parcouraient l'écran de manière fiévreuse. Il fit défiler la page vers le bas, vit la longue liste de ses réalisations, de ses récompenses, et des projets qu'elle gérait. Puis, il ouvrit la section réservée à la direction, et la trouva là, figurant parmi les plus hauts cadres dirigeants. C'est un faux, balbutia-t-il, bien que sa voix trahisse une profonde incertitude. Appelle les ressources humaines, suggéra Inès, avec une froideur glaciale. Le numéro est sur le site. Demande à parler à Madame Dubois. Ou, mieux encore, attends lundi matin, et tu verras par toi-même. Du téléphone d'Antoine, un cri perçant retentit. Antoine, que se passe-t-il, à la fin? Pourquoi tu ne dis rien? Par réflexe, il porta l'appareil à son oreille, sans parvenir à détacher son regard de l'écran. Maman, je te rappelle, souffla-t-il d'une voix sourde, avant de raccrocher sans attendre de réponse. Un silence absolu s'installa. Inès s'assit dans un fauteuil, croisa les bras sur sa poitrine, et observa son mari. Elle devinait le fil de ses pensées, le voyant réévaluer, en un éclair, ses dernières années de mariage. Il se remémorait toutes ces fois où elle prétendait devoir rester tard au bureau pour aider son patron, et comment elle ramenait à la maison des sommes confortables, qu'il croyait être un simple salaire de secrétaire, agrémenté de quelques primes. 2 ans, prononça finalement Antoine, en levant les yeux vers elle. Tu m'as menti pendant tout ce temps. Je ne t'ai pas menti, répondit Inès avec sérénité. Je n'ai simplement rien dit. Tu n'as jamais pris la peine de me demander ce que je faisais exactement. Il te suffisait de savoir que j'étais secrétaire, et que je ramenais de l'argent.
Mais pourquoi? La voix d'Antoine se brisa, se muant en un cri. Pourquoi as-tu gardé le silence? À ton avis? Inès se leva, et marcha vers la fenêtre. Rappelle-toi les mots de ta mère, le jour de notre mariage. Elle disait que je n'étais pas digne de toi, que je venais d'une famille pauvre, que je n'en voulais qu'à ton argent. Mais, quel argent, Antoine? Tu n'as pas travaillé pendant 3 ans. Je cherchais un poste à ma hauteur, répliqua Théil, sur la défensive. Tu restais allongé sur le canapé, à jouer aux jeux vidéo, trancha Inès. Et pendant ce temps, moi, je gravissais les échelons, en travaillant 12 heures par jour, pour entretenir ce foyer, et écouter ta mère me répéter que j'étais une ratée. Antoine ouvrit la bouche pour se défendre, mais elle ne lui en laissa pas l'occasion. Tu sais ce qui est le plus ironique, poursuivit-elle. Quand j'ai obtenu ma promotion, il y a 1 an, je voulais te l'annoncer. Je suis rentrée à la maison avec une bouteille de champagne, prête à fêter ça, mais ta mère était là. Pendant une demi-heure, elle m'a expliqué qu'une vraie femme se devait d'être modeste et de rester à sa place, que l'ambition n'était pas féminine, et que l'homme devait rester le seul chef de famille. Et toi? Elle pointa un doigt accusateur vers lui. Toi, tu hochais la tête pour approuver. Tu t'en souviens? Antoine blêmit. Oui, il s'en souvenait. Il se rappelait très bien de cette soirée. Il se souvenait de la bouteille de champagne, qu'Inès n'avait finalement jamais ouverte, et de la voir partir, silencieuse, s'enfermer dans la chambre. Nous ne savions pas. Exactement. Inès se tourna vers lui. Vous ne saviez pas, parce que vous ne vous y êtes jamais intéressé. Cela t'arrangeait bien, de me considérer comme une incapable. Ça flattait ton ego, n'est-ce pas? Ça te permettait de te sentir supérieur, même en passant tes journées affalées sur le canapé, sans aucun emploi. Le téléphone d'Antoine sonna de nouveau. Sa mère. Il rejeta l'appel. Qu'est-ce que tu cherches, au fond, demanda-t-il, l'air épuisé, en se laissant tomber sur le canapé. Un divorce? M'humilier devant tout le monde au bureau? Inès le fixa longuement. Autrefois, cet homme avait été son grand amour. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés, 5 ans plus tôt, il lui était apparu intelligent, intéressant, et plein d'avenir. Mais ces années passées aux côtés d'une mère omniprésente, qui résolvait le moindre de ses problèmes, l'avaient transformé en un grand enfant immature. Je veux que tu grandisses, enfin, dit-elle doucement. Je n'ai pas accepté ton embauche dans le but de t'humilier. Je l'ai fait, parce que j'espérais. Elle hésita un instant. J'espérais que, lorsque tu verrais qui je suis réellement, et que tu comprendrais que je ne suis pas une pauvre fille ignorante, mais une professionnelle reconnue. Cela provoquerait un déclic. Je voulais que tu aies envie, enfin, de devenir un homme capable de se tenir à mes côtés, au lieu de te cacher dans les jupes de ta mère. Tu veux vraiment que je travaille sous tes ordres? Sa voix trahissait un manque total de confiance. Je veux que tu travailles, tout court, corrigea-t-elle. Juste que tu travailles, que tu te rendes utile, que tu gagnes ta vie par tes propres moyens. Sous les ordres de qui, ça, ce n'est qu'un détail. Antoine se frotta le visage avec les mains. Il avait l'air complètement perdu, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. Ma mère n'acceptera jamais une chose pareille. Ta mère n'a pas à l'accepter, trancha Inès avec fermeté. C'est notre vie, Antoine. La nôtre. Pas la sienne. Il serait grand temps que tu l'intègres. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Madame Moreau n'avait visiblement pas l'intention de baisser les bras. Antoine regardait l'écran clignoter, et Inès percevait le conflit intérieur qui le rongeait, la peur de sa mère s'affronter à quelque chose d'autre. Peut-être un reste de fierté, ou une lueur de conscience. Tu peux venir travailler lundi, déclara Inès. Ou tu peux rester chez toi. Le choix t'appartient. Mais sache une chose, si tu viens, j'exigerai de toi la même rigueur que pour n'importe quel autre employé. Aucune faveur, aucun traitement de faveur. Et oui, ta patronne, ce sera ta femme. Tu te sens capable d'assumer ça?
Antoine resta silencieux, le regard fixé au sol. Son téléphone continuait de vibrer. Et si je n'en suis pas capable, finit-il par demander. Alors, nous divorcerons, répondit simplement Inès. Tu retourneras vivre chez ta mère, et tu continueras d'être son petit garçon chéri, dont elle gère le moindre tracas. Seulement voilà, l'appartement me reviendra. Je l'ai payé avec mes propres économies. D'ailleurs, ta mère l'ignore, elle aussi. Ce fut le coup de grâce. Antoine releva brusquement la tête. Cet appartement a été acheté il y a 2 ans, avec mon propre salaire, acheva Inès, avant qu'il ne puisse parler. Je possède tous les actes notariés. Alors, quand ta mère exigeait que je quitte les lieux, elle ne se rendait même pas compte du ridicule de la situation. Antoine se prit la tête entre les mains. Son monde entier s'effondrait sous ses yeux. Tout ce qu'il pensait immuable, sa prétendue supériorité sur sa femme, le soutien inconditionnel de sa mère, et même le toit au-dessus de sa tête, n'était qu'une vaste illusion. Le téléphone finit par se taire. Mais, une seconde plus tard, ce fut celui d'Inès qui se mit à sonner. Elle jeta un œil à l'écran, c'était Madame Moreau. Elle esquissa un sourire, et décrocha. Oui, Madame Moreau. Qu'est-ce que tu as encore raconté à mon fils, hurla la belle-mère. Il m'a raccroché au nez. Passe-le-moi immédiatement. Votre fils est occupé pour le moment, répondit Inès avec un calme olympien. Il est en train de remettre toute sa vie en question. Ne le dérangez pas. Comment oses-tu? J'arrive tout de suite, et... Et quoi, la coupa Inès? Vous allez faire un scandale? Écoutez-moi bien, Madame Moreau, soyons clairs. Vous avez fait entrer Antoine dans cette entreprise grâce à vos relations. Mais ces fameuses relations m'ont appelé pour obtenir mon feu vert, car c'est moi qui décide des embauches. Je suis la supérieure hiérarchique de votre fils. Je gagne 3 fois son salaire. Et je suis l'unique propriétaire de l'appartement dans lequel nous vivons. Avez-vous toujours envie de venir ici, pour m'expliquer à quel point je suis une ratée? Un silence de mort s'abattit à l'autre bout de la ligne. Soudain, Antoine cria. Ça suffit. Il leva la main, d'un geste sec. Ça suffit. J'ai besoin de réfléchir. Il fit demi-tour, et se dirigea vers l'entrée. Inès ne chercha pas à le retenir. Elle l'entendit attraper sa veste dans le couloir, puis claquer la porte d'entrée. Ce n'est que lorsque le bruit de ses pas disparut dans la cage d'escalier, qu'elle s'autorisa enfin à souffler. Sur la table, le téléphone s'illumina de nouveau. Madame Moreau. Inès regarda l'écran, et rejeta l'appel. Puis un deuxième, et un troisième. Elle avait besoin de calme, au moins pour une soirée. Antoine rentra 3 heures plus tard. Inès était déjà couchée, un livre entre les mains, mais elle ne dormait pas. Elle l'entendit errer dans l'appartement, ouvrir le réfrigérateur, et finalement s'effondrer sur le canapé du salon. Le lundi matin, il ne se présenta pas pour le petit déjeuner. Inès se prépara pour aller travailler, fidèle à ses habitudes, tailleur impeccable, maquillage léger, cheveux tirés en un chignon strict. Lorsqu'elle s'apprêta à franchir la porte, Antoine était assis sur le canapé, le regard vide, fixé sur la télévision éteinte. On est lundi. 9 heures, rappela Inès. Les ressources humaines t'attendent. Il ne répondit pas. Au bureau, Inès fut accueillie par son assistante, Alice, qui lui tendit un café et une chemise cartonnée. Bonjour, Madame Dubois. Nous avons une réunion à 10 heures, puis une présentation avec les investisseurs à 13 heures. Et Alice, l'interrompit Inès. Qui commence aujourd'hui, parmi les nouvelles recrues? L'assistante fit rapidement défiler l'écran de sa tablette. 3 personnes, Antoine Moreau au service marketing, Marina Clément à la comptabilité, et Hugo Martin au service informatique. Veillez, s'il vous plaît, à ce que Monsieur Moreau suive l'intégralité du cycle d'intégration, sans aucun passe-droit, selon la procédure standard. Bien noté, acquiesça Alice en ajoutant une note. D'ailleurs, ce n'est pas le candidat qui
C'est bien lui, confirma Inès d'un signe de tête. C'est exactement pour cela qu'il ne doit bénéficier d'aucune faveur. 9 heures passèrent, puis 9h30. Inès, assise à son bureau du 12e étage, passait en revue les rapports trimestriels, mais son esprit s'évadait sans cesse. Allait-il venir? Aurait-il le courage de ravaler sa fierté? À 9h45, un message de Serge, le directeur marketing, apparut sur la messagerie interne. Le nouvel employé, Moreau, est à son poste. Il suit actuellement sa formation. Inès s'enfonça dans son fauteuil et ferma les yeux. Il était venu. Il lui restait donc, au moins, une once de bon sens. Toute la journée, Inès fut accaparée par ses réunions. Elle évita soigneusement de descendre au 8e étage, où se trouvait le service marketing, afin qu'Antoine s'habitue à cette nouvelle réalité, sans l'avoir sur le dos. Ce n'est que vers 18h, lorsque les bureaux commencèrent à se vider, qu'elle s'autorisa à passer devant son service. À travers la cloison vitrée, elle l'aperçut, assis derrière son écran, le visage crispé par la concentration. À ses côtés, sa collègue Amélie lui expliquait quelque chose, en pointant l'écran du doigt. Antoine avait l'air perdu et épuisé. La chemise qu'il avait enfilée le matin même était froissée, et ses cheveux étaient en bataille. Il tapait sur son clavier, visiblement avec lenteur et hésitation. Inès n'entra pas, fit demi-tour, et se dirigea vers les ascenseurs. Elle arriva chez eux avant son mari. Elle prépara le dîner, rien de très sophistiqué, simplement des pâtes aux légumes. Elle mit le couvert, et patienta. Antoine rentra à 19h30, le teint gris, les épaules voûtées. Il se dirigea en silence vers la salle de bain, s'y attarda longuement, avant de réapparaître en pantalon de jogging et t-shirt. Le dîner est servi, dit Inès. Il hocha la tête, et prit place. Ils mangèrent sans échanger un mot. Inès ne le pressait pas, elle se contentait de l'observer. Enfin, Antoine posa sa fourchette, et leva les yeux vers elle. C'est vraiment dur, finit-il par avouer. Je croyais que travailler dans un bureau, c'était juste rester assis derrière un écran, à faire semblant d'être occupé. Mais il y a tellement de choses. Des logiciels, des rapports, des échéances à respecter. Amélie m'a dit que ce n'était que la base, et que ça allait se compliquer par la suite. Ce sera le cas, confirma Inès. Le premier mois est toujours le plus éprouvant. Après, on s'y habitue. Et toi, il hésita. Tu fais vraiment tout ça, tous les jours? Des réunions, des bilans, des décisions importantes. Absolument tous les jours. À cela s'ajoute la planification stratégique, les relations avec les investisseurs, la gestion du budget, et le management d'une équipe de 80 personnes. Antoine devint livide. 80 personnes? Oui. Et leur travail dépend entièrement de mes décisions. Si je fais une erreur, ce ne sont pas seulement les projets qui en pâtissent, mais aussi ces gens, leur salaire, leur carrière, et leur famille. Il resta muet, assimilant lentement ces informations, puis il demanda d'une voix faible. Pourquoi as-tu accepté de m'épouser? Inès ne s'attendait pas à cette question. Elle posa sa tasse de thé, et prit le temps de la réflexion. Parce qu'il y a 3 ans, tu étais quelqu'un de différent, répondit-elle avec franchise. Tu venais de perdre ton emploi à cause d'un licenciement économique, mais tu n'avais pas baissé les bras. Tu cherchais de nouvelles opportunités, tu te formais, tu voulais avancer. Tu étais ambitieux, joyeux, passionnant. Et puis, j'ai abandonné, termina Antoine à sa place. Ma mère m'a convaincu qu'il ne fallait pas me précipiter, qu'il valait mieux attendre de trouver un poste à ma hauteur. Et je l'ai cru. Je me suis dit que je pouvais bien patienter 1 mois, puis 2, puis 3. Ensuite, j'avais trop honte d'avouer que j'avais simplement pris l'habitude de ne rien faire. Inès acquiesça lentement. Ta mère ne t'a jamais aidé, Antoine. Elle t'a étouffé avec sa surprotection, et tu l'as laissé faire. Je le sais bien. Il passa une main lasse sur son visage. Aujourd'hui, elle m'a appelé au moins 20 fois. Je n'ai pas répondu.
Ensuite, elle m'a envoyé un message: démissionne immédiatement. Je refuse que mon fils soit humilié par cet arriviste. Alors, je l'ai. J'ai bloqué son numéro. Inès haussa un sourcil. C'était inattendu. Tu l'as bloqué? Oui. Antoine la regarda droit dans les yeux. Je suis fatigué, Inès. Fatigué d'être un fils à maman, fatigué de voir les autres prendre toutes les décisions à ma place. Aujourd'hui, quand j'étais dans ce bureau, quand Amélie m'expliquait comment gérer ses tableaux. Pour la première fois depuis 3 ans, je me suis sentie utile. J'ai compris que c'était ça, que je voulais. Je veux travailler, je veux apprendre, je veux évoluer. Même si mon patron. C'est ma femme. Il esquissa un léger sourire, et dans ce sourire, Inès perçut une lueur d'espoir. Et surtout, parce que mon patron est ma femme, ajouta-t-il, je prends enfin conscience de la personne que tu es réellement. J'ai honte de mon comportement. Honte d'avoir laissé ma mère t'insulter, honte d'avoir vécu à tes crochets pendant 3 ans, sans jamais rien essayer pour changer la donne. Inès sentit que quelque chose, en elle, commençait à fondre. Elle avait espéré entendre ces mots depuis si longtemps. Les remords ne suffiront pas, dit-elle d'un ton doux, mais ferme. Il faut des actes, il faut de vrais changements. J'en suis conscient. Antoine hocha la tête. Et je ferai tout mon possible. Je ne promets pas de devenir immédiatement l'employé modèle, ni le mari idéal, mais je ferai des efforts, chaque jour. Inès tendit la main, par-dessus la table. Antoine prit délicatement sa paume dans la sienne. Dans ce cas, nous avons peut-être une chance, déclara-t-elle. Cependant, la première semaine de travail d'Antoine commença par une panne d'oreiller. Inès était déjà au bureau depuis une bonne heure, quand son mari fit irruption dans le secrétariat, essoufflé, la cravate nouée de travers. « Excusez-moi, les bouchons, bredouilla-t-il à la secrétaire. La femme l'examina froidement, par-dessus ses lunettes. « Votre journée de travail débute à 9 heures. Il est actuellement 10h15. La directrice exécutive vous attend dans son bureau. Immédiatement. » Il frappa à la porte ornée de la plaque « Inès Dubois. Directrice exécutive. » Entrez. La voix d'Inès était neutre, professionnelle, celle d'une parfaite étrangère. Antoine pénétra dans la pièce. Sa femme était assise derrière un imposant bureau en bois sombre, vêtu d'un élégant tailleur gris. Ses cheveux étaient tirés en un chignon impeccable, et plusieurs documents étaient étalés devant elle. Elle ne daigna même pas lever les yeux. « Prenez place, monsieur Moreau. » Il s'assit sur la chaise, face à elle. Sa gorge était sèche. « Inès, Sur vos heures de travail, appelez-moi Madame Dubois, le coupa-t-elle, relevant enfin son regard, froid comme la glace. Bien. Ceci est votre premier retard. Je mettrai cela sur le compte du fait que vous n'avez pas encore trouvé votre rythme, mais ce sera le premier, et le dernier. Au deuxième retard, ce sera un avertissement, au troisième, un licenciement. Est-ce bien clair? Oui, murmura Antoine, la voix éraillée. Oui, quoi? Oui, Madame Dubois. Elle approuva d'un signe de tête, et lui tendit un épais classeur. Voici vos attributions, les procédures, et le règlement intérieur de l'entreprise. D'ici la fin de la semaine, vous devrez avoir tout assimilé. Et vous passerez un test d'évaluation. Vous serez également en charge de superviser 3 projets. La liste et les détails sont à l'intérieur. Des questions? Antoine avait la tête qui tournait. Il ouvrit le classeur, qui contenait au bas mot 200 pages, imprimées en petits caractères. Je dois lire tout ça en une semaine? Vous êtes responsable du développement d'une grande holding, monsieur Moreau. Pensiez-vous sincèrement que vous alliez passer vos journées à boire du café et à signer de la paperasse? Le ton d'Inès était devenu tranchant comme l'acier. Si vous n'êtes pas à la hauteur, je trouverai quelqu'un qui le sera. Nous ne faisons pas dans la charité, ici. Elle se leva, lui signifiant que l'entretien était terminé.
Antoine se leva à son tour, les jambes flageolantes, et sur le pas de la porte, il se retourna. Inès. Madame Dubois, je veux vraiment y arriver. Je ferai de mon mieux. Elle le dévisagea longuement. Une lueur traversa son regard, de la fatigue, peut-être, ou un léger doute, mais elle disparut aussitôt. Nous verrons bien, répondit-elle froidement. À l'heure du déjeuner, le téléphone d'Antoine n'arrêtait pas de sonner. Appels de sous-traitants, de fournisseurs, de cadres intermédiaires, tous attendaient de lui des prises de décision immédiates et compétentes, alors qu'il n'y connaissait absolument rien. Monsieur Moreau, il faut que vous prépariez une analyse préliminaire du contrat avec Nord Construction, pour le chef de service, lui annonça une juriste, en entrant avec une nouvelle pile de dossiers. Je vais m'en occuper, bafouilla Théil. C'est très urgent. Le document doit partir avant la fin de la journée. Elle repartit. Antoine fixa le contrat. Les lettres dansaient devant ses yeux, se brouillant dans une mer d'articles, d'alinéas et d'annexes. Son téléphone personnel se mit à sonner. Un numéro inconnu. Allô ? Mon petit Antoine, enfin. La voix de sa mère lui vrilla les tympans. Tu as osé me bloquer ? Comment as-tu pu ? Antoine ferma les yeux. Évidemment, Madame Moreau avait trouvé le moyen de le joindre. Maman, je suis au travail. Quel travail ? Tu es un haut dirigeant, maintenant, tu peux bien prendre le temps de me parler. Elle ne lui laissait pas l'occasion de placer un mot. Maman, s'il te plaît. Tu dois faire virer ta femme, sur le champ. Elle doit apprendre à rester à sa place. Tu es responsable du développement, tu as tout à fait le droit de le faire. Ou bien, exige qu'elle te nomme directeur, et qu'elle s'en aille. Je ne laisserai pas une misérable. Quelque chose, au fond d'Antoine, se brisa net. Était-ce la fatigue accumulée après ces appels incessants, la prise de conscience soudaine de la montagne de travail qu'Inès abattait au quotidien, ou, plus simplement, l'exaspération refoulée pendant toutes ces années ? Maman. Tais-toi. Le silence se fit. Madame Moreau semblait avoir arrêté de respirer. Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? J'ai dit, tais-toi, répéta Antoine, d'une voix soudainement plus forte. Inès n'est pas une misérable. Elle gagne bien plus que ce que je ne gagnerai jamais. Elle a porté notre foyer à bout de bras pendant 3 ans, pendant que je me prélassais sur le canapé. C'est elle qui a acheté notre appartement, c'est elle qui a payé la voiture. Elle est la seule personne au monde à m'avoir accordé chance après chance, alors même que je n'en méritais aucune. Mon pauvre Antoine, tu es devenu complètement fou ? C'est elle qui t'a monté contre ta propre mère ? Non, maman. C'est juste que j'ai enfin ouvert les yeux. Tu veux savoir ce que j'ai réalisé ? Que le travail, c'est quelque chose d'épuisant. Que avoir des responsabilités ? C'est effrayant. Et Inès affrontait ça tous les jours, pour ensuite rentrer à la maison et subir nos humiliations. Et elle ne disait rien, elle encaissait. Mais c'était son devoir. Elle est ma femme, et je suis son mari, rétorqua Antoine, glacial. Mon rôle, c'était de la protéger de tout le monde, y compris de toi. Madame Moreau suffoquait d'indignation. Espèce d'ingrat. Je t'ai mis au monde, je t'ai élevé, je t'ai trouvé ce travail. Tu as fait de moi un enfant gâté, incapable de se prendre en main. Et pour ça, maman, je ne te remercierai jamais. Antoine regarda la pile de documents sur son bureau, puis son téléphone de fonction, dont le voyant signalait de nouveaux appels en attente. Il faut que je travaille. Ne m'appelle plus jamais sur ce numéro. Il raccrocha. Ses mains tremblaient, son cœur battait à tout rompre, mais une émotion nouvelle, totalement inconnue, l'envahissait, un profond soulagement, une sensation de liberté. Il ne savait pas trop comment la définir, mais il s'y sentait bien. Le soir, alors que les bureaux s'étaient vidés, Inès travaillait toujours sur son ordinateur. Elle analysait des bilans trimestriels, quand on frappa à sa porte. Entrez. Antoine apparut,
tenant 2 gobelets de café en carton, l'air exténué. Sa cravate était de travers, sa chemise froissée, et de lourds cernes marquaient ses yeux. « J'ai pensé que tu aurais besoin d'un café, toi aussi, dit-il timidement, en posant le gobelet sur son bureau. Inès s'adossa à son fauteuil, dévisageant son mari. Après 3 ans de mariage, elle avait l'impression de voir un adulte face à elle, pour la toute première fois. Merci. Antoine s'assit sur la chaise, en face d'elle, la même qu'il occupait ce matin-là. J'ai eu ma mère au téléphone, aujourd'hui. Je suis au courant, Alice a tout entendu. Inès prit une gorgée de café. En réalité, tout l'étage a entendu. Il devint rouge de honte. Je suis désolée, je ne voulais pas faire de scène au bureau. Au moins, tu lui as enfin fait une scène, à elle, remarqua Inès, en l'observant attentivement. Tu pensais vraiment ce que tu as dit, ou c'était juste sous le coup de la colère? Antoine prit le temps de chercher ses mots. Je le pensais sincèrement, Inès. J'ai passé ma journée entière à essayer de comprendre un seul projet. Un seul. Alors que toi, tu en gères des dizaines, et tu y arrives, jour après jour, depuis des années. Il se frotta le visage. J'ai enfin compris pourquoi tu avais gardé le silence si longtemps. Tu voulais me laisser une chance de grandir par moi-même, de devenir un homme. Et tu as choisi de rester un enfant, conclut Inès, implacable. Antoine serra les poings. Oui. Mais je veux changer, vraiment. Je sais que tu ne me crois pas, et tu as d'excellentes raisons d'en douter. Mais, s'il te plaît, laisse-moi essayer. Très bien, répondit-elle. Lorsqu'il fut parti, Inès s'autorisa un léger sourire. Peut-être, et seulement peut-être, que tout cela aboutirait à quelque chose. Cependant, son téléphone de bureau s'alluma, affichant un SMS d'un numéro inconnu, « Tu vas regretter de t'en être prise à mon fils. Je ferai tout pour te détruire. V.M. » Le sourire d'Inès s'effaça instantanément. Madame Moreau n'était pas femme à s'avouer vaincue si facilement. La partie ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Inès découvrit dans sa messagerie professionnelle un courriel du service juridique, dont l'objet la fit froncer les sourcils, demande d'accès à des documents confidentiels, de la part d'Antoine Moreau. Elle ouvrit le message, et parcourut rapidement le texte. Antoine, qui n'était dans l'entreprise que depuis 3 jours, avait sollicité l'accès aux rapports financiers des plus grosses transactions des 2 dernières années. Motif de la demande, pour me familiariser avec les activités de la société. Très intéressant, murmura Inès, en s'adossant à son fauteuil. Vraiment très intéressant. Elle décrocha son téléphone, et composa le numéro du directeur du service juridique. Olivier, bonjour. Rejetez immédiatement la demande de Moreau, et faites-moi parvenir une copie de toutes les requêtes qu'il a effectuées ces 3 derniers jours. Je m'en occupe tout de suite, Madame Dubois, répondit le juriste, d'un ton prudent. Il y a un autre point que je dois soulever. Il a également essayé d'obtenir la liste exhaustive de nos fournisseurs et sous-traitants, en prétextant agir sur ordre de la haute direction. Inès sentit son sang se glacer. Sur l'ordre de qui, précisément? Il n'a pas voulu donner de nom, mais il a laissé entendre qu'il disposait d'autorisation spéciale. Je vois. Merci, Olivier. Tenez-moi informé de ses moindres faits et gestes. Elle raccrocha, et regarda pensivement par la fenêtre. À l'extérieur, la ville s'étendait à perte de vue, noyée dans la brume matinale. 3 jours plus tôt, et encore la veille au soir, elle lui avait donné une chance de se racheter. Et maintenant, il fouillait dans les données confidentielles de l'entreprise qu'elle avait mis des années à bâtir. Son téléphone vibra. Un nouveau message du numéro inconnu, « J'espère que tu ne croyais pas que j'allais abandonner si facilement. Mon fils obtiendra ce qui lui revient de droit, et tu auras ce que tu mérites. Madame Moreau. » Inès laissa échapper un rire sardonique. Ainsi, voilà le plan. Sa belle-mère avait décidé d'utiliser son propre fils comme cheval de Troie, pour mettre la main sur des informations compromettantes. Mais dans quel but exact?
S'agissait-il d'une simple vengeance, ou y avait-il autre chose en jeu? Elle obtint sa réponse 1 heure plus tard, lorsque son assistante, Alice, frappa à la porte. Madame Dubois, vous avez de la visite. Ce monsieur affirme avoir rendez-vous avec vous. Je n'ai aucun rendez-vous prévu avant le déjeuner. C'est ce que je lui ai précisé, mais il insiste. Il s'agit de Victor Mallet. Inès se figea. Mallet, le propriétaire de la 2e plus grande société d'investissement de la région, leur principal concurrent. Cet homme avait tenté d'absorber Grand Invest Group 1 an auparavant, mais elle avait réussi à repousser son offre inamicale. Faites-le entrer. Mallet pénétra dans le bureau, affichant ce sourire arrogant qu'Inès ne connaissait que trop bien, costume sur mesure, coiffure impeccable, avec ce regard de prédateur qui évalue sa proie. Madame Dubois, c'est un véritable plaisir de vous revoir. Il lui tendit la main, et elle la serra, sentant la froideur de ses doigts. Que me vaut cet honneur, monsieur Mallet? Oh, laissons de côté les formalités, je vous prie. Je viens vous soumettre une offre commerciale. Il s'installa dans le fauteuil en face d'elle, sans même y avoir été invité. J'ai ouï dire que vous aviez un nouveau collaborateur, un certain Antoine Moreau. Votre mari, si je ne m'abuse? Inès ne laissa transparaître aucune émotion. Ma vie privée n'a pas sa place dans les affaires de cette entreprise. Détrompez-vous, elle en a une. Voyez-vous, j'ai récemment fait la connaissance d'une femme tout à fait charmante. Madame Moreau, la mère de votre époux. Il marqua une pause, savourant son effet. Elle m'a raconté une anecdote des plus fascinantes, celle d'un fils qui aurait épousé une simple secrétaire, laquelle, par un miracle inexplicable, se serait retrouvée directrice exécutive d'une grande société. Et alors? Et alors, ne trouvez-vous pas que cela crée un épineux conflit d'intérêts? Votre mari travaille sous vos ordres directs, et il a accès à de nombreuses informations sensibles. De plus, il a une mère, qui a très à cœur d'aider son fils à faire carrière. Une carrière totalement indépendante. Mallet se pencha en avant. Voici ce que je propose à votre mari, un poste de vice-président du développement stratégique, au sein de mon entreprise. Avec un salaire 3 fois supérieur au vôtre, sans compter les diverses primes. En échange, disons, de quelques précisions concernant vos projets en cours. Le voile se levait. Madame Moreau s'était trouvé un allié de poids, et, ensemble, ils essayaient de débaucher Antoine, pour en faire une source d'information privilégiée. Vous êtes en train de proposer à mon mari de faire de l'espionnage industriel, demanda Inès, sans se départir de son calme. Je lui propose une véritable évolution de carrière. Quant aux informations qu'il jugera bon de partager avec son nouvel employeur, cela relève strictement de son libre arbitre. Mallet se leva. Réfléchissez bien, Madame Dubois. Votre mariage est déjà en train de sombrer. Votre belle-mère vous voue une haine féroce. Votre mari se sent profondément humilié d'être sous vos ordres. Je ne lui offre qu'une simple échappatoire. Et si vous cherchez à l'en empêcher, cela passera pour de la manipulation, et une manière d'abuser de votre position pour exercer des pressions sur lui. Il se dirigea vers la porte, mais se retourna une dernière fois, la main sur la poignée. Ah, j'oubliais. Madame Moreau a déjà engagé un avocat, un excellent avocat, d'ailleurs, spécialiste des procédures de divorce et du partage des biens. La porte se referma, laissant Inès pétrifiée, le regard perdu dans le vide. Le plan était limpide, débaucher Antoine, soutirer des informations confidentielles, puis utiliser la procédure de divorce pour tenter de s'approprier des parts de son entreprise. Une tactique classique de raid d'entreprise, mais à la sauce familiale. Elle s'empara de son téléphone, et contacta son avocat. Maître Martin, nous devons nous voir en urgence. 2 heures plus tard, Inès était assise dans le cabinet de l'avocat, penchée sur des piles de documents. La situation est délicate, constata Maître Martin, un homme d'un certain âge, au regard particulièrement perspicace. En l'espace de 3 ans, vous avez considérablement augmenté la valorisation de votre entreprise.
En théorie, si vous n'avez pas de contrat de mariage solide pour protéger vos biens, Antoine pourrait prétendre à une part de l'épargne et des actifs acquis durant votre union. Mais il n'a jamais travaillé de ces 3 dernières années. Il n'a pas investi un seul centime. C'est votre principal argument. Cependant, ses avocats plaideront sans doute qu'il assurait l'entretien du foyer, qu'il vous apportait son soutien logistique, et qu'il vous a ainsi permis de vous consacrer pleinement à votre carrière. Il a passé ces 3 années à jouer aux jeux vidéo, en vivant exclusivement à mes crochets. Il vous faudra le prouver. Il nous faut des témoins, des justificatifs, des échanges de messages. L'avocat retira ses lunettes, et la regarda gravement. Madame Dubois, je vous connais depuis des années. Vous êtes une femme brillante. Répondez-moi franchement, aviez-vous anticipé un tel scénario? Inès acquiesça lentement. J'espérais de tout cœur me tromper, mais oui, je m'y étais préparée. Elle fouilla dans son sac à main, et en sortit une clé USB. Il y a des caméras de sécurité dans l'appartement. Ce sont 3 années entières d'enregistrement. Il était parfaitement au courant, je ne lui ai jamais rien caché. Tout y figure, comment il passe ses journées à jouer. Les visites de sa mère, et leurs conversations où ils affirment que je ne suis pas digne de lui, tout en planifiant de dépenser mon argent. J'ai aussi ajouté les relevés bancaires prouvant que j'ai assumé l'intégralité des dépenses. Maître Martin prit la clé USB, visiblement impressionné, et hocha la tête. Vous avez rassemblé ces preuves pendant tout ce temps? J'ai protégé, pendant tout ce temps, ce que j'avais mis tant d'efforts à bâtir, répondit Inès en se levant. Maître, préparez les papiers du divorce, ainsi que les documents pour le licenciement pour faute grave d'Antoine, pour tentative de vol de données confidentielles. Je dispose de toutes les traces de ces requêtes informatiques, dûment certifiées par le service juridique. En êtes-vous absolument certaine? Ça va être une véritable guerre. Cette guerre a commencé le jour où ma belle-mère s'est imaginé que j'étais une proie facile, déclara Inès en ramassant son sac. Il est temps de leur montrer à qui ils ont affaire. Elle sortit du cabinet, et s'installa au volant de sa voiture. Son téléphone vibra. C'était un message d'Antoine, il faut qu'on se parle. Ce soir. En lisant l'écran, elle esquissa un sourire sarcastique. Bien sûr qu'ils devaient se parler. Malais l'avait sans doute déjà approché. À présent, Antoine allait rentrer à la maison, et entamer une conversation pseudo-sincère pour lui expliquer à quel point il souffrait d'être son subordonné, qu'une opportunité inespérée s'était présentée à lui, et qu'il devait sérieusement redéfinir leur couple. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Inès avait toujours 3 coups d'avance. Ce n'était nullement de l'arrogance, c'était simplement le réflexe naturel de quelqu'un qui avait compris, très tôt dans la vie, que si on ne protégeait pas soi-même ses acquis, personne ne le ferait à sa place. Ce soir-là, elle rentra chez elle plus tôt qu'à l'accoutumée. Elle laissa le salon dans la pénombre, ne prit pas la peine de se changer ni de préparer le dîner. Elle s'installa dans un fauteuil, près de la fenêtre, et attendit patiemment. Antoine franchit la porte vers 20h. Il entra furtivement, comme s'il craignait de perturber l'atmosphère de l'appartement. Il portait toujours son costume, mais sa cravate pendait lâchement autour de son cou, et le bouton supérieur de sa chemise était défait. Son teint était cireux, et son regard fuyant. Inès comprit immédiatement, l'entrevue avec Malais avait eu lieu. « Tu es déjà là ?» demanda-t-il, en l'apercevant dans la pénombre. « Comme tu peux le voir. » Il avança dans le salon et s'arrêta près du canapé, sans pour autant s'asseoir. « Il faut qu'on parle. »« Tu me l'as déjà écrit. » Antoine déglutit péniblement. « Aujourd'hui, j'ai reçu une proposition de travail. De la part de Victor Malais. » Il tressaillit soudainement. « Tu étais au courant? » Il est passé dans mon bureau, ce matin. Antoine s'assit lentement sur le bord du canapé. Il resta silencieux durant de longues secondes, puis passa une main lasse sur son visage. « Alors, tu sais ce qu'il m'a offert. » Le poste de vice-président du développement stratégique, résuma calmement Inès. Un salaire 3 fois supérieur au mien. De grosses primes,
une promotion express, et sans aucun doute, l'attente tacite que tu fournisses un peu plus qu'un simple enthousiasme professionnel. Antoine baissa les yeux, fuyant son regard. Il a affirmé que j'étais beaucoup trop talentueux pour n'être que le larbin de ma propre femme. Inès laissa échapper un petit rire sec. Et tu as gobé ça? Non, s'empressa-t-il de répondre. Puis, il se tut un instant, avant d'ajouter avec plus d'honnêteté, au début, j'ai failli y croire. J'avais tellement envie d'y croire. Cela, pour le coup, ressemblait fort à la vérité. Inès l'observait, sans éprouver la moindre colère. Cette colère s'était évaporée pendant le trajet en voiture, en quittant le cabinet de son avocat. Désormais, il ne restait qu'une compréhension froide et lucide de la situation. Elle n'avait pas face à elle un grand manipulateur ou un traître cynique, mais simplement un homme faible, à qui l'on avait appris, toute sa vie, à choisir systématiquement la solution de facilité. Et ensuite, sans qui elle. Ensuite, il a commencé à me parler de documents, de portefeuille client, et de la façon dont je pourrais aider sa nouvelle équipe à mieux appréhender le marché. D'abord avec subtilité, puis de manière presque explicite. Antoine releva la tête vers elle. C'est là que j'ai compris. Il voulait simplement m'acheter comme une vulgaire marchandise, pour s'infiltrer dans ton entreprise. Inès ne fit aucun commentaire. J'ai refusé, affirma-t-il, mais je n'ai pas dit non tout de suite. J'ai eu peur, je ne savais pas quelle était la bonne décision à prendre. Pourtant, tu as bien trouvé le temps de lancer des requêtes pour accéder à nos documents confidentiels. Antoine devint pâle comme un linge. Ce n'était pas pour lui. Alors, pour qui? Il ferma les yeux, accablé. Pour ma mère. Inès s'adossa lentement, accusant le cou. Je vois. Elle m'a convaincu que, si je parvenais à trouver des documents prouvant que l'appartement où tes revenus étaient liés à notre mariage, l'avocat pourrait les utiliser lors du divorce. Elle m'a juré que tu finirais par m'abandonner, que je me retrouverais sans le sou, et que je devais impérativement me protéger. Et ta façon de te protéger, c'était de voler des informations au sein de mon entreprise? Je ne voyais pas ça comme du vol. La voix d'Antoine se brisa. Je croyais. Je ne sais même plus ce que je croyais. Elle me mettait la pression, elle hurlait, elle répétait sans cesse que j'allais encore tout gâcher si je ne suivais pas ses conseils. Antoine, tu n'as plus 15 ans. Il se tut brusquement. Cette phrase résonnait en lui, plus violente que n'importe quel cri. Inès se leva, alluma un lampadaire dans un coin de la pièce, et s'approcha de la table. Y reposait déjà un dossier contenant les impressions de ses requêtes informatiques, les copies des SMS de sa mère, et la note de service rédigée par le département juridique. Elle posa fermement le dossier devant son mari. Demain matin, tu vas rédiger une lettre d'explication, en disant toute la vérité, sans chercher à te justifier. Tu préciseras clairement qui t'a demandé de récupérer ces données, à quel moment, et dans quel but précis. Ensuite, le service de sécurité se chargera de mener une enquête interne. Antoine fixa le dossier, comme s'il s'agissait de sa propre condamnation à mort. Tu vas me licencier? Très probablement. Il frémit, mais ne chercha pas à contester. Je l'ai bien cherché. En effet, confirma Inès. Tu l'as cherché. Le silence s'installa entre eux, lourd et pesant. Et pour le divorce, demanda-t-il dans un souffle. Inès le regarda intensément. 3 années de mariage. Des dizaines d'humiliations, les appels incessants de sa belle-mère, la faiblesse constante de cet homme, et sa propre solitude, bien qu'elle fût mariée. Elle réalisa, avec une clarté soudaine, qu'elle n'avait plus la moindre envie de lui prouver quoi que ce soit. Elle refusait de continuer à faire son éducation, de jouer tour à tour le rôle de sa patronne, de sa mère, de son sauveur, ou de son psychologue. Je demande le divorce, annonça-t-elle. Les papiers sont en cours de préparation. Antoine enfouit son visage dans ses mains, désespéré. Inès, je t'en supplie, non. Antoine, cette fois-ci, c'est terminé.
Inès, s'il te plaît, essayons encore. Il n'y aura pas de seconde chance, sous prétexte que tu étais fatigué, effrayé, ou que tu ne savais pas quoi faire. Je t'ai offert une porte de sortie, ce lundi. Il te suffisait de faire ton travail, d'apprendre, de garder le silence, et d'en tirer les leçons. Mais, à la première occasion, tu as accouru vers ceux qui te promettaient une victoire facile. Ce n'était pas mon intention de te trahir, je te le jure. Que tu l'aies voulu ou non, cela n'a plus aucune importance. Les adultes ne sont pas jugés sur leurs bonnes intentions, mais sur leurs actes. Antoine releva la tête. Les larmes brillaient dans ses yeux, mais Inès ne ressentit ni triomphe, ni pitié, juste un immense épuisement. Est-ce que je peux, au moins, réparer quelque chose? Oui, tu le peux, répondit-elle. Demain, tu écriras toute la vérité. Puis, tu feras tes valises, et tu iras vivre chez ta mère, où tu te trouveras un autre logement, sans faire de scandale. Sans proférer de menaces, et sans essayer de me faire passer pour un monstre. Ce sera la première décision d'adulte que tu auras prise depuis très longtemps. Il la dévisagea un long moment, avant de hocher lentement la tête. D'accord. Inès ne s'attendait pas à ce qu'il capitule si vite. Sans doute que quelque chose s'était bel et bien brisé en lui, définitivement, ou peut-être qu'à l'inverse, il commençait enfin à se reconstruire. Le lendemain matin, Antoine arriva au bureau à l'heure, sans le moindre retard, sans chercher d'excuses, et dépouillé de toute arrogance. Il se rendit directement au service des ressources humaines, rédigea une lettre d'explication de 3 pages, et la signa. Ensuite, il fut convoqué par le service de sécurité. Il y raconta absolument tout, les appels incessants de sa mère, son entrevue avec Mallet, les injonctions de récupérer ses documents, et ses propres recherches sur le réseau. À 11 heures, Inès reçut la note de service officiel. Les faits étaient avérés, aucune fuite de données n'avait eu lieu, et l'accès aux documents confidentiels avait été bloqué à temps. Une infraction majeure de la part de l'employé Moreau était actée. La recommandation était la suivante: rupture du contrat de travail d'un commun accord, avec interdiction formelle d'accès au système de l'entreprise. Olivier, du service juridique, se déplaça en personne dans son bureau. Théoriquement, nous pourrions engager des poursuites beaucoup plus lourdes, souligna-t-il. Mais puisqu'il n'y a eu aucune fuite de données, il vaut mieux éviter de faire des vagues. Nous allons le licencier proprement, lui faire signer un accord de confidentialité, et enregistrer un renoncement mutuel à toute poursuite. Procédons ainsi, valida Inès. Et concernant Monsieur Mallet? Un sourire glacial étira les lèvres d'Inès. Avec Monsieur Mallet, nous allons utiliser une toute autre méthode. Vers midi, une mise en demeure officielle de Grand Invest Group atterrissait déjà sur le bureau de Victor Mallet. Elle énumérait, de façon factuelle et dépassionnée, ses actes répréhensibles, tentative d'incitation d'un employé à divulguer des informations confidentielles, ingérence dans les activités de la société, et violation manifeste de la déontologie commerciale et des lois sur la concurrence. En pièces jointes, se trouvaient les copies des messages de Madame Moreau, la lettre de confession d'Antoine, et le rapport accablant du service juridique. 2 heures plus tard, Mallet l'appelait personnellement. Madame Dubois, j'ai l'impression que vous dramatisez grandement la situation. Et j'ai l'impression que vous en sous-estimez gravement les conséquences, Monsieur Mallet. Vous n'ignorez pas qu'il vous sera impossible de prouver quoi que ce soit devant un tribunal. Je n'ai nullement l'intention d'en débattre avec vous par téléphone. Mon prochain courrier ne vous sera pas destiné, il ira directement à vos partenaires commerciaux et à l'Association des sociétés d'investissement. La formulation sera cordiale, mais parfaitement explicite. Je suis certaine qu'ils seront ravis de découvrir les méthodes douteuses que vous employez pour recruter. À l'autre bout du fil, le silence se fit lourd. Que voulez-vous, au juste? Que vous oubliez à tout jamais le nom de mon mari, celui de ma belle-mère, et jusqu'à l'existence de mon entreprise. Est-ce une menace? C'est un avertissement amical. Mallet laissa passer quelques secondes, évaluant ses options. Très bien.
Je n'ai aucun intérêt à m'engager dans un conflit stérile. C'est une sage décision, conclut Inès. Elle raccrocha et, pour la première fois de la journée, sentit la pression retomber. Cependant, la véritable confrontation ne concernait pas Malais. La bataille finale l'attendait chez elle. Madame Moreau débarqua dans la soirée, sans crier gare. Elle tambourina à la porte avec une telle violence, qu'elle semblait vouloir l'enfoncer. « Ouvre cette porte, hurlait-elle. Je sais que tu es là. Ouvre, espèce de garce. » Inès appela immédiatement les agents de sécurité de la résidence, avant même de s'approcher de l'interphone. Madame Moreau, annonça-t-elle calmement par l'interphone. Vous avez exactement 2 minutes pour quitter les lieux. Tu as détruit la vie de mon fils. Non, j'ai simplement arrêté de financer son oisiveté. Il est perdu sans toi. Dans ce cas, il va falloir que vous assumiez enfin les conséquences de l'éducation que vous lui avez donnée. Derrière la porte, le vacarme cessa. Puis, la voix de sa belle-mère s'éleva à nouveau, non plus dans un hurlement, mais dans un chuchotement venimeux. Tu te crois victorieuse? Tu vas le regretter amèrement. Je te traînerai devant les tribunaux. Je prouverai que cet appartement vous appartient à tous les deux, et que tu as pu faire prospérer cette entreprise uniquement parce que mon fils assurait tes arrières à la maison. Inès esquissa un sourire moqueur. Votre fils a surtout assuré mes arrières depuis le canapé du salon, une manette de jeu vidéo entre les mains. Tu ne pourras jamais rien prouver. Je l'ai déjà fait. À cet instant précis, 2 agents de sécurité sortirent de l'ascenseur. Madame Moreau, poursuivit Inès avec un flegme imperturbable, tout échange futur se fera exclusivement par l'intermédiaire de mon avocat. Si vous vous présentez à nouveau devant ma porte en hurlant de la sorte, je déposerai immédiatement une plainte pour harcèlement et menaces. Je vous souhaite une excellente soirée. Elle désactiva l'interphone. Derrière la porte, des protestations indignées résonnèrent encore quelques instants, avant que le bruit des pas ne s'éloigne en direction de l'ascenseur. Inès resta immobile dans le calme de l'entrée, réalisant soudain qu'elle ne tremblait pas. Auparavant, chaque apparition de sa belle-mère laissait une trace indélébile et nauséabonde au fond d'elle-même, un mélange de ressentiment, de colère, et d'impuissance. Mais aujourd'hui, il ne restait plus rien de tout cela, seulement une incroyable lucidité. Une semaine plus tard, Antoine déménagea. Il ne retourna pas chez sa mère. Ce détail surprit Inès. À la place, il loua un modeste studio, situé en périphérie de la ville, un endroit peu coûteux, avec des meubles laissés par les précédents locataires, et une vue imprenable sur le mur gris du bâtiment d'en face. Il régla lui-même le premier mois de loyer, en revendant une montre de luxe que Madame Moreau lui avait offerte jadis, pour souligner son statut. Lorsqu'il passa récupérer ses affaires, il ne chercha pas la dispute, ne la supplia pas de le garder, et ne tenta pas de jouer sur la corde sensible. J'ai signé tous les papiers chez l'avocat, lui annonça-t-il, en déposant ses cartons près de la porte. Je ne réclame rien sur l'appartement. Et je te restitue la voiture demain matin. Je sais très bien qu'elle est à ton nom. Inès l'observa avec attention. Ta mère est au courant? Il laissa échapper un rire désabusé. Ma mère me considère comme un traître. Elle m'a formellement interdit de reparaître devant elle, tant que je n'aurai pas rétabli ma famille dans une situation normale. Et que lui as-tu répondu? Qu'une situation normale, c'est quand un homme adulte assume lui-même le coût de sa propre vie. Inès garda le silence, mais, pour la première fois depuis des jours, son regard avait perdu sa froideur habituelle. Que comptes-tu faire, maintenant? Chercher du travail, un vrai travail. Je vais commencer par chercher quelque chose dont je suis réellement capable. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Ce n'est déjà pas une partie de plaisir, admit-elle franchement. Mais c'est probablement ce qu'il y a de plus sain. Il souleva son dernier carton, et s'arrêta sur le seuil. Inès. Je ne te demande pas de revenir sur ta décision. Je veux simplement te dire une chose, tu avais raison. Pas sur toute la ligne, sans doute, mais sur l'essentiel, oui. C'est vrai,
Je n'ai pas été un bon mari. Je n'étais qu'un grand enfant, vivant au crochet d'une femme qui portait toutes les responsabilités sur ses épaules. Inès ne répondit pas. Je suis désolé, ajouta-t-il. Je ne dis pas ça pour que tu me reprennes, mais simplement parce que j'aurais dû te l'avouer bien avant. Puis, il partit. Inès referma la porte, et s'y adossa. Le silence régnait dans l'appartement. Il était si profond qu'elle perçut, pour la première fois, le ronronnement du réfrigérateur dans la cuisine, et le bruit lointain des voitures dans la rue. Ce silence ne lui semblait plus être un vide oppressant, mais plutôt un territoire qu'elle venait enfin de reconquérir. Le divorce fut prononcé, sans les scènes théâtrales redoutées. Madame Moreau avait bien tenté de semer le chaos, multipliant les appels aux avocats, rédigeant des plaintes, et exigeant que sa belle-fille soit punie pour avoir brisé sa famille. Toutefois, à la stupéfaction générale, Antoine refusa catégoriquement de suivre le scénario élaboré par sa mère. Face au juge, il reconnut que l'appartement avait été acquis avec les fonds d'Inès, qu'il ne revendiquait aucune part de l'entreprise, et qu'il n'avait apporté aucune contribution significative au patrimoine conjugal. La juge lui demanda, pour s'en assurer. « Monsieur, mesurez-vous pleinement les conséquences de vos déclarations ?» « J'en suis conscient, Madame la juge, » répondit Antoine. « Je ne fais que dire la vérité. » Dans les couloirs du tribunal, Madame Moreau déclencha une crise d'hystérie. « Tu n'es qu'une chiffre molle. Elle a fini par te briser. » Antoine regarda sa mère, avec un calme déconcertant. « Non, maman. C'est toi qui m'as brisé pendant toutes ces années. Inès, elle, a simplement arrêté de me porter sur son dos. » Pour Madame Moreau, ces mots furent bien plus dévastateurs que n'importe quelle décision de justice. Car, pour la toute première fois, son fils ne s'était pas emporté, ne s'était pas justifié, et n'avait pas sollicité ses conseils. Il avait exprimé le fond de sa pensée, avant de s'éloigner calmement. Un mois plus tard, le divorce fut définitivement acté. Inès conserva l'appartement et la voiture. Antoine, de son côté, repartit avec ses effets personnels, un modeste compte épargne, et la lourde tâche de recommencer sa vie à zéro. Quant à Madame Moreau, elle obtint exactement ce pourquoi elle s'était battue, avoir son fils près d'elle. À la seule différence que cet homme ne lui obéissait plus au doigt et à l'œil, ne volait plus à son secours au moindre appel, et ne tolérait plus qu'elle dénigre son ex-femme. Antoine trouva un poste de gestionnaire dans une petite entreprise de logistique. Les premières semaines furent particulièrement éprouvantes. Il commettait des erreurs, finissait tard, essuyait des réprimandes, et, à plusieurs reprises, fut tenté de tout abandonner. Un jour, il alla jusqu'à composer le numéro de sa mère pour chercher du réconfort. Mais, en voyant le nom s'afficher sur l'écran, il annula l'appel, et se replongea dans ses tableaux Excel. Lentement, très lentement, il commença à comprendre que le respect ne s'obtenait pas avec un titre prestigieux, mais qu'il se méritait. Inès l'apprit par hasard, par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Elle écouta, hocha la tête, et s'abstint de poser la moindre question supplémentaire. Sa propre vie avait également pris un nouveau tournant. L'air semblait plus respirable dans l'appartement. Elle s'était débarrassée du vieux canapé, sur lequel Antoine avait passé de si longues journées. Elle avait commandé de nouvelles bibliothèques, et accroché, enfin, cette toile qu'elle avait achetée un an auparavant, sans jamais oser la montrer à Madame Moreau. Sa belle-mère aurait inévitablement décrété qu'une femme respectable ne gaspillait pas son argent pour de tels gribouillages. Au travail, tout était devenu plus fluide. Elle n'avait plus à craindre que sa vie privée n'affecte la réputation de l'entreprise. Elle n'avait plus à justifier pourquoi le mari de la directrice exécutive exigeait un traitement de faveur. Et, surtout, elle n'avait plus besoin de cacher ses propres réussites, une fois rentrée chez elle. Un jour, Monsieur Laurent la convoqua dans son bureau. « Madame Dubois », commença-t-il, en refermant le dossier qu'il tenait. L'incident avec Mallet a mis en lumière un point préoccupant, nous devons impérativement renforcer notre sécurité interne. Mais il a aussi révélé un aspect très positif, vous encaissez les coups bien mieux que la plupart de ces hommes, qui se targuent d'être des modèles de résilience. Inès lui adressa un sourire.
Dois-je le prendre comme un compliment? Prenez-le plutôt comme une proposition. Je souhaite que vous intégriez officiellement le conseil d'administration. Plus seulement en tant que directrice exécutive du développement, mais en tant que voix décisive, pesant sur la stratégie globale de notre groupe. Inès resta silencieuse un court instant. Jadis, Madame Moreau la qualifiait de misérable secrétaire, et Antoine avait honte de sa garde-robe trop classique. Tous deux étaient persuadés qu'il suffisait d'élever la voix pour la chasser de son appartement, de son mariage, et de sa propre vie. Et aujourd'hui, elle se voyait offrir une promotion qui prouvait une chose, tout ce qu'elle avait construit au fil des années, reposait sur des bases solides. J'accepte, déclara-t-elle avec assurance. Monsieur Laurent lui tendit la main. Toutes mes félicitations. Ce soir-là, Inès ne rentra pas tard, comme à son habitude, mais presque à l'heure. En chemin, elle acheta un bouquet de fleurs. Pas pour l'offrir à quelqu'un, mais pour elle-même. Elle le disposa dans un vase, sur la table de la cuisine, se prépara une tasse de thé, et, pour la première fois depuis une éternité, s'assit sans ordinateur, sans téléphone, et sans les voix oppressantes des autres résonnant dans son esprit. Quelques minutes plus tard, elle reçut un SMS d'Antoine: « J'ai appris la nouvelle pour le conseil d'administration par Monsieur Laurent. Félicitations. Tu le mérites amplement. Je suis sincèrement heureux pour toi. » Inès fixa longuement l'écran, avant de taper une réponse laconique: « Merci. Bonne chance dans ton nouveau travail. » Elle n'ajouta pas d'émoji. Elle plaça simplement un point final, là où, autrefois, elle aurait laissé une virgule en suspens. Pendant longtemps encore, Madame Moreau se répandit en jérémiade auprès de ses voisines, racontant à qui voulait l'entendre qu'on avait brisé la carrière de son fils chéri. Seulement, son auditoire se faisait de plus en plus clairsemé, car Antoine ne corroborait plus jamais sa version des faits. Il ne se disputait pas avec sa mère, ne l'humiliait pas en public, et ne cherchait pas à se venger. À chaque fois, il se contentait de rétorquer calmement. « Maman, ça suffit. Inès ne m'a rien volé du tout. C'est moi qui n'avais rien construit. » Et c'était là le plus terrible des châtiments pour Madame Moreau. Pire que la décision du tribunal, pire que la perte de son emprise, et pire même que la réussite inattendue de son ex-belle-fille. Le véritable affront, c'était que son fils se soit enfin mis à dire la vérité. 6 mois s'écoulèrent. Inès se tenait près de cette même fenêtre où, jadis, elle riait aux éclats, le téléphone collé à l'oreille, en écoutant la voix triomphante de son ex-belle-mère. Mais aujourd'hui, le téléphone restait muet. Derrière la vitre, la ville s'illuminait pour la soirée. Le bouquet de fleurs fraîches trônait sur la table, tandis que sur sa boîte mail professionnelle, l'attendait la convocation à la première réunion du conseil d'administration, où son nom figurait en toutes lettres parmi les participants. Elle se remémora cet appel téléphonique: « Un homme comme mon fils ne peut pas rester marié à une misérable secrétaire. » Inès sourit doucement. Madame Moreau ne s'était trompée que sur un seul point. Inès n'était effectivement plus la femme de son fils, mais non pas parce qu'elle en était indigne, mais parce qu'elle avait enfin compris une chose essentielle. Aux côtés d'une femme qui a bâti sa propre vie, il ne faut pas un fardeau qu'elle doit traîner, justifier, et protéger de sa propre mère, mais un partenaire capable de se tenir à ses côtés. Tout seul. Inès éteignit la lumière de la cuisine, prit sa tasse de thé, et se dirigea vers le salon. L'appartement baignait dans une atmosphère sereine. La situation n'était ni parfaite, ni féerique, ni d'un bonheur exubérant, mais elle était profondément paisible. Et parfois, la paix est de loin la plus juste des fins.